avons l'honneur de vous présenter cet atelier qui s'intitule Valorisation de biodéchets pour la production de bioénergie. Une solution durable pour l'avenir énergétique. Je suis Arnold Mulula, bioingénieur chimiste et expert en bioénergie et alimentation. Donc, je travaille à l'Hydrodium Group et je suis aussi affilié à l'Unikin. Je suis Zulkifilou Sambo Maman, je suis ingénieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique. J'ai fait le master Nessus eau, énergie et alimentation à Louvain-la-Neuve. Voilà, donc comme plan de notre exposé, ça se présente comme suit. Nous allons commencer par une introduction, les objectifs, troisième type des biodéchets. Nous allons parler des technologies de production, nous allons parler de la transestérification et nous allons aussi accompagner cela de quelques exemples de production. Il y a la fermentation bioéthanol et quelques exemples aussi. Nous allons poursuivre avec la méthanisation, la pyrolyse et gazéification et puis nous allons parachuter avec une petite conclusion. Voilà, donc en ce qui concerne, comme nous le savons tous bien, face à la croissance démographique, dans les estimations, comme on peut le voir, donc 9 milliards d'ici 2050, il y a une augmentation de la population, ce qui va engendrer aussi la demande en eau, qui va augmenter d'environ plus ou moins 30% d'ici 2030, et aussi les besoins énergétiques, qui va aussi d'environ 40% d'ici 2030. En outre, nous avons aussi des problèmes liés à la gestion de déchets, parce que si vous regardez très bien, environ 30% de tout ce qui est produit comme nourriture se transforme en déchets. Et malheureusement, dans ces déchets-là qui sont produits, environ 69% sont non réutilisés ni recyclés, ce qui engendre, entre autres, des problèmes liés à l'approvisionnement des énergies, mais aussi la pollution de l'air, du sol, mais aussi de l'air. Et comme solution, face à ces déchets, au lieu de laisser ces déchets comme ça à la décharge où vous ne pas être recyclés, il serait mieux de valoriser ces biodéchets, donc les déchets en question, en énergie, en bioénergie qui sont respectueuses de l'environnement, donc écologique. Voilà, donc l'objectif de cet atelier, c'est d'abord de sensibiliser à la problématique de biodéchets, montrer les différentes voies de valorisation de biodéchets en bioénergie, mais aussi partager des expériences et solutions locales utilisées surtout dans le pays du Sud. Voilà, type de biodéchets, nous avons, il existe plusieurs types de biodéchets, entre autres le déchet alimentaire, domestique et professionnel, dont nous pouvons énumérer quelques exemples comme les épluchures, les fruits et légumes, les produits alimentaires périmés ou invendus, le reste de repas, ainsi de suite. Il y a aussi des déchets agricoles produits par des activités de culture et de l'élevage. Donc on peut avoir des résidus des récoltes tiges-feuilles avec paille, des fumiers, lisiers, ainsi de suite. Et nous avons aussi des déchets agro-industriels. Donc là on peut regrouper les drèches, des bagages, les pulpes de fruits, les huiles alimentaires usagées. Et il y a aussi des déchets verts, donc généralement avec les espaces verts et jardins, comme les feuilles mortes, blanches, bois mort, donc des gazons, etc. En ce qui concerne la technologie, ou disons les différentes technologies de production de ces bioénergies, nous avons la transestérification qui nous permet d'obtenir du biodiesel. Il y a aussi la fermentation alcoolique qui permet d'obtenir du bioéthanol. Il y a la méthanisation qui produit généralement le biogaz. Et il y a aussi la pyrolyse et la gazéification pour avoir le biohuile et les gaz de synthèse. Pour commencer avec la première méthode, ou encore la première méthode de production, de transformation, nous avons la transestérification, comme je l'avais dit tantôt. Ça permet d'obtenir le biodiesel et nous allons aussi illustrer ça par quelques exemples de production en RDC, donc en République démocratique du Congo. Donc nous avons d'abord la transestérification, c'est juste une simple réaction, c'est-à-dire réaction chimique, qui consiste à diminuer un peu la densité de l'huile. Parce que les huiles, en réalité, les huiles usagées ou n'importe quelle huile, une huile peut déjà être utilisée. D'ailleurs, il y avait pas mal d'expériences qui ont été réalisées bien avant. Une huile peut être utilisée dans le moteur diesel bien sûr. Mais par contre, le grand problème avec ces huiles, réside au niveau de leur densité. Du coup, comme les huiles
chimiquement parlant, ce sont de triglycérides. Il faudrait essayer un peu de changer les radicaux, c'est-à-dire diminuer un peu, essayer de diminuer la densité en fait. C'est-à-dire comme ce sont de grosses molécules, essayer un peu de réduire ça en des petites molécules. Et pour ce faire, il y a les huiles, comme on peut voir le schéma, il y a des huiles usagées ou non, ou les oléagineux, tout oléagineux en fait, ouais, non comestibles. On peut utiliser le méthanol, n'importe quel alcool, pardon, avec la présence d'un catalyseur, ce qui permet d'avoir d'un côté l'éthylalkyle et puis le glycérol. En soi, c'est ce qu'on appelle le biodiesel ou le biogazole. Et comme utilisation, le biodiesel peut être utilisé comme à 7%, c'est-à-dire qu'on incorpore ça dans le diesel ou gazole existant déjà à 7%. Ça peut être aussi à 10%, ce qu'on appelle le B10, ou encore des hydrotraités. Oui. Et puis il y a aussi le biodiesel à 30%, tout comme aussi à 100%. Donc on peut utiliser ça, comme je disais, dans le moteur diesel. Et leur stockage, c'est plus facile, contrairement au gazole fossile. Donc il y a aussi un avantage avec ces biodiesels, c'est qu'il n'y a pas de soufre. Donc, contrairement aux énergies fossiles, donc au diesel issu du pétrole en fait. Il n'y a aussi pas d'émission de CO2, ce qui, entre autres, évite, disons, tout ce qui est pluie acide, ainsi de suite. En ce qui concerne la méthodologie, et ça c'est un exemple de ce qu'on utilisait, bon, c'était à petite échelle en fait. Donc nous avons les huiles de friture, généralement, qu'on utilise. Voilà, il y a comme on peut bien voir là, donc il y a il y a des petites cuves, en fait, il y a un petit appareillage en fait, qui a été monté uniquement pour ça. Et on utilise généralement, en RDC, on sait déjà faire des expériences avec les huiles usagées, tout comme aussi on utilise des plantes, des oléagineux non comestibles, comme le Aphzella abellia. Il y a aussi déjà Ongeke agore qui a été utilisé pour produire en fait, parce que ce sont de graves qui ne sont pas utilisés en fait, ça tombe dans la forêt, et puis on ramasse ça, on essaie de valoriser ça. Et après avoir produit, avec l'hydronium, il y a la production, c'est d'environ 10 hectolitres qu'on peut produire par mois. Ce qui n'est pas facile aussi, on a vu le coût, tout ce qui demande, tout ce qui est charge en fait, même coût aussi. Donc, et là, on passe par une cogénération, parce que c'est généralement utilisé, vu qu'au Congo, il y a aussi un problème d'électrification, donc automatiquement, on peut utiliser ça comme dans la cogénération pour produire de l'énergie électrique. C'est ce qu'on utilise avec les groupes. Mais il y a aussi, cela n'exclut que ces biodiesels peut être aussi utilisé dans le moteur, ouais, dans le véhicule en fait. Donc ça c'est une expérience ou un exemple pour montrer que le biodiesel qui sont produits à partir, disons les biodiesels qui sont produits à partir des oléagineux comestibles comme Aphzella abellia, ces biodiesels peuvent aussi être utilisés dans le moteur, donc, parce qu'on a fait quelques expériences d'analyse au laboratoire, ainsi de suite, et puis on a vérifié, et puis nous les avons comparés. Si vous regardez ces tableaux, déjà ça c'est par rapport à la réaction, tout ça, je mettais d'entrer en profondeur là-dessus. Mais par contre, ici, c'est ce qui nous intéresse plus, parce que vous pouvez voir les propriétés physico-chimiques. Ces propriétés ont été comparées à celles de gazole, comme on voit GO c'est pour dire gazoil. Voilà. Et puis il y a aussi le B100, c'est-à-dire que lorsqu'on produit, après avoir produit ces biodiesels, lorsqu'on utilise ça à 100%, on essaye de voir comment ça se comportait dans le moteur de véhicule. Voilà. Et puis il y a le B50 et puis aussi le B20. Donc on a utilisé nous avons comparé aussi avec les normes internationales. Donc c'est qu'on voit les ASTM, American System of Testing Material, donc ça ce sont des normes américaines. Il y a aussi E1 pour l'Europe en fait, la zone euro. Donc, et comme on peut bien s'en apercevoir qu'il n'y a pas grande différence entre le gazoil qui existe déjà issu du pétrole, ainsi que le biodiesel produit à partir de ces oléagineux. Donc du coup, on peut dire que ces biodiesels peuvent bien être utilisés en lieu-place du diesel existant. Donc, en ce qui concerne la deuxième méthode, il s'agit bel et bien de la fermentation alcoolique pour produire du bioéthanol. Et le bioéthanol, c'est le même principe avec l'alcool, en fait, la bière que nous consommons.
Donc on prend juste tout ce qui est riche en sucre, tout résidu en fait riche en sucre qu'on peut bien valoriser. Donc et là, par exemple, les déchets riches en sucre comme le fruit, le pain, il y a le drèche de la brasserie aussi. Le drèche de brasserie, il y a aussi tout ça, en fait, tout ce qui est qu'on appelle en général les biomasses lignocellulosiques qui peuvent être transformées en bioéthanol. Et pour ce faire, il faut passer par soit quand il s'agit de bio, parce qu'on ne veut pas avec le bioéthanol, tout comme le biodiesel aussi, il y a un problème avec une compétition avec l'agrocarburant en fait. C'est ce qu'on appelle l'agrocarburant avec l'agriculture. Parce que si nous nous basons sur des produits au fait, disons de composés comme disons des produits comme la pomme de terre ou des choses qu'on peut manger, qu'on peut utiliser pour la consommation alimentaire, ça risque de poser problème. Du coup, il y a la deuxième génération, on se fixe plus sur tout ce qui est biomasse lignocellulosique. Donc, c'est ça. Donc, et en ce qui concerne le biomasse lignocellulosique, parce que les biodéchets font partie déjà des biomasses lignocellulosiques. Donc, on n'utilise pas ça dans la consommation alimentaire. Donc, quand on a ces déchets-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du bioéthanol qu'on veut? C'est d'abord, on passe par un pré-traitement, c'est-à-dire pré-traitement et puis hydrolyse. Les pré-traitements, ça peut être soit acide ou basique, ça peut être aussi thermique, mais aussi actuellement en termes d'extraction ou de rendement, les études ou la recherche scientifique a démontré que c'est mieux avec les liquides ioniques, comme on peut voir là. Donc, ça concerne à faire quoi? Quand on parle de pré-traitement et hydrolyse, ça concerne simplement à couper du sucre en fait. Parce que quand on parle de sucre, on peut avoir de l'amidon à l'intérieur, de l'amidon. Et l'amidon, il faudrait donc couper ça pour avoir quoi? Pour avoir de glucose. Le glucose qui sera par la suite fermenté pour avoir de l'éthanol dont on veut avoir. Donc le bioéthanol n'est rien d'autre que de l'éthanol. Et cet éthanol peut être utilisé dans le moteur à essence, en fait. C'est pour remplacer de l'essence. Et en ce qui concerne son utilisation, on peut aussi transformer ça en ETBE, ça éthyl tertiobutyle-éther, pour être utilisé directement dans le moteur. Mais aussi, on peut, comme en France par exemple, on utilise des supercarburants à 95%, c'est-à-dire qu'on fait le mixage, en fait, mélange avec le SP, par exemple, supercarburant 5%, donc c'est-à-dire on a 95% de l'essence qu'on ajoute, qu'on incorpore 5% de l'éthanol. Donc, avec ça, d'après les recherches scientifiques, il y a l'utilisation du bioéthanol conduit à une amélioration de la performance du moteur, surtout en termes d'indice d'octane. Donc ça améliore l'indice d'octane dans le moteur. Donc en ce qui concerne, ça c'est un exemple qu'on utilise toujours. Donc avec l'hydronium, ce qu'on fait c'est quoi? Vu qu'on utilise, on ne peut pas quand même, on veut plutôt rentabiliser ou soit profiter au maximum de tout ce qu'on a comme biodéchets. C'est-à-dire que ce sont le même oléagineux avec lequel on a utilisé pour produire du biodiesel et le tourteau restant sont aussi valorisés pour produire du bioéthanol. Donc c'est ce qui se passe là, c'est ce qu'on voit. Donc il y a production à partir de tourteaux oléagineux non comestibles, d'Aphelia bellia. Et là on peut voir en utilisant du liquide ionique, on a tout ça, c'est tout ce qu'on peut voir là avec la production, effectivement. Quand on regarde la concentration de l'éthanol, on voit bien, c'est vraiment une bonne, on a un bon rendement en fait. Et en ce qui concerne les étapes, comme on peut voir, il y a le pré-traitement, il y a l'hydrolyse, suivi de la fermentation, et puis on va faire une distillation comme on peut faire ça de manière artisanale, comme d'habitude, juste essayer de séparer ce qu'on obtient afin d'obtenir les différentes coupes. Bon, là, nous allons continuer avec la méthanisation, qui est la transformation des matières organiques en biogaz, qui est principalement constitué de méthane. Et cela se fait sous l'action des micro-organismes dans un milieu dépourvu d'oxygène, ou bien dans un milieu anaérobie. Et le système qui est utilisé pour produire du biogaz à partir de ces déchets organiques est appelé le biodigesteur. C'est un système généralement constitué
de 3 éléments, principalement 2 éléments. Il y a qui sont des bassins, d'autres les appellent des bassins, d'autres les appellent des bacs. Donc vous avez premièrement une pré-fosse ou bien un bassin de chargement, bien d'alimentation des matières organiques au digesteur. Après ça, vous avez le digesteur qui est un dôme construit et hermétique, et dans lequel va se passer la digestion des matières organiques par les micro-organismes. Vous avez, pas obligatoire, mais il y a aussi un autre bac qui n'est pas ici matérialisé, qu'on appelle le bac d'effluent. Donc en réalité, lors de la digestion, vous avez la production du biogaz et vous avez en même temps une matière solide qui est déposée, qu'on appelle le digestat, et vous avez aussi une matière liquide qui est appelée l'effluent. Et les deux matières, on va dire ce qu'on peut faire avec. Mais le biogaz produit est généralement constitué de méthane, le CH4, le CO2, le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac et la vapeur d'eau. Donc ce n'est pas, pas le méthane, uniquement le méthane qu'on a dans le biogaz. Donc on a le méthane à une proportion de 50 à 70%. Le CO2 de 30 à 50% et les autres gaz à de faibles proportions. Voilà, maintenant nous allons parler de l'utilité de ce gaz. Ce gaz peut être utilisé pour le chauffage, c'est-à-dire à ce niveau on utilise comme le gaz comme le butane que nous utilisons souvent à la maison pour cuisiner. Donc comme vous pouvez le voir là, on a là un brûleur, on a un foyer là, on utilise ce gaz pour cuisiner. On peut l'utiliser aussi pour l'éclairage, donc avec des lampes à gaz, il est possible d'allumer des lampes, voilà, d'éclairer avec ce biogaz. Donc en dehors de la cuisson, nous avons aussi l'utilisation des moteurs On peut utiliser le gaz pour alimenter les moteurs, ça peut être un groupe électrogène ou des moteurs à gaz. Moteur à gaz, oui. Mais sauf que dans ces cas, pour les moteurs et les véhicules à gaz, il faut épurer le biogaz. Il faut le détacher de tous les autres éléments en dehors du métal qui sera réellement utilisé. Et en ce qui concerne le digestat dont on avait parlé, ce digestat peut être utilisé directement pour l'épandage pour l'agriculture ou carrément être utilisé pour améliorer les composts. Comme dans ce cas, ce sont des composts améliorés, c'est une compostière, on fait le compost, mais là on renforce le compost avec ce digestat. Et le fluent, quant à lui, peut être utilisé directement pour l'épandage. Et là, on a des exemples de constructions très pratiques. Donc ça, c'est le cas du Bénin, comme vous pouvez le voir. Et là, au milieu, là, vous avez vu, c'est lors de la construction. Et comme je le disais, au lieu d'avoir 2 éléments, bac de chargement et le digesteur lui-même, on peut avoir 3 bacs de chargement et fluent. Dans ce cas-là, l'image d'en haut, vous allez voir qu'il y a deux ouvrages là. Vous avez vu un de ce côté, l'autre au milieu et un autre qui est fermé. Ce qui est fermé, c'est là le bac d'effluent. On a un système là en bas. Ça, j'étais en visite dans un centre où on était en train de faire la vidange du digesteur. Et là, j'ai participé aux activités. Donc, généralement, vous avez de ces ouvrages-là qui sont enterrés. Et aussi, il y a des biodigesteurs qui sont mobiles, donc qui peuvent être fabriqués à partir des matériaux disponibles locaux, comme ce cas-là avec les plastiques là. Sauf que là, vous avez ces types de biodigesteurs ont des inconvénients. Donc, soit comme ils seront exposés aux conditions climatiques à l'extérieur, soit sous l'effet de la chaleur, et les matériaux vont perdre leurs propriétés pour ensuite créer des fuites
où carrément la variation de température peut jouer sur le rendement de production. Et parlant de température, et les expériences ont montré que pendant la digestion, c'est-à-dire l'action des micro-organismes dans le biodigesteur, et la température optimale qu'il faut maintenir à l'intérieur, c'est une température de 35 degrés. Un pH de 6 à 7, et puis un rapport carbone-azote de 20 à 30. Bon, pour maintenir ce rapport, ça va dépendre du type de matière organique que vous utilisez pour alimenter votre biodigesteur. Bon, le temps de séjour en 50 et 40, ça dépend du milieu dans lequel vous vous trouvez. Mais là, nous avons des résultats d'un climat tropical. Et en termes de rendement, selon le type de déchets que vous utilisez pour produire le biogaz, vous avez les rendements varient. Quand vous prenez par exemple les bousses de vache, et vous avez pour 1 kg de bousses de vache, vous avez 0,03 m3 de biogaz. Et pour le cochon, vous avez entre 0,04 et 0,05 m3. Maintenant, nous allons parler de la pyrolyse, qui est en réalité une dégradation thermique de la biomasse en absence d'oxygène. Donc, dégradation thermique, c'est une manière, c'est une sorte de brûler la biomasse, ouais, dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. Comme vous pouvez le voir, le schéma qui est là le présente beaucoup plus mieux. Là où c'est écrit pyrolyse, où il y a une sorte pour matérialiser un peu de feu, et ce schéma-là montre un réacteur, un pyrolyseur. Et dans le réacteur, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser les déchets organiques, mais ces déchets doivent être secs à une proportion donnée. Ce n'est pas comme dans la méthanisation, bien la production du biogaz, où on pouvait utiliser des déchets humides. Là, il faut s'assurer que les déchets que vous utilisez sont beaucoup plus secs. Donc, ça veut être des résidus de bois, d'agriculture et autres que vous utilisez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au début, il va y avoir une sorte de... Vous allez créer des feux, vous allez commencer par brûler les déchets dans le réacteur, mais une seule fois, c'est-à-dire pour le reste du cycle, vous avez un gaz de synthèse qui se produit, vous avez des huiles de pyrolyse et le biochar. Donc pour le reste du cycle, le gaz qui est produit est recyclé dans le système, et cela permet de maintenir la chaleur dans le système. Et souvent, on a une température entre 300 et 900 degrés pour ce type de système de réacteur. Voilà quelques images, des images de pyrolyseur. Là, vous avez un pyrolyseur, ça c'est au Bénin, c'est pour le centre Songhai. Mais là, c'est utilisé typiquement, uniquement pour produire de l'huile de pyrolyse qui est utilisée, l'huile de pyrolyse des noix palmus. Donc l'huile de pyrolyse qui est appelée chocho au Bénin est utilisée pour des fins thérapeutiques. Et vous avez d'autres qui sont utilisés pour produire le biochar. Ils utilisent typiquement les noix d'anacarde. Là maintenant nous allons parler de la gazéification. Et la gazéification, c'est aussi une dégradation thermique de la biomasse. Mais cette fois-ci, on va admettre de l'oxygène dans le réacteur qu'on va utiliser. Donc le système utilisé, c'est un réacteur qu'on utilise comme dans le pyrolyseur. Mais là, on va permettre qu'il y ait entrée en oxygène, mais cette fois-ci contrôlée. Qu'est-ce qui va se passer? On va aussi créer
on va créer aussi du feu, c'est-à-dire un agent SL, on va créer des conditions pour créer un début de combustion dans le réacteur. Ça, c'est le réacteur. Et là, vous allez voir quelque part où c'est comme un foyer à l'intérieur. Et c'est là qu'on opère la combustion au départ. Mais pour le reste du temps, le processus se fait automatiquement. Il suffit de charger les matières organiques. Mais qui doivent être aussi secs ici parce que là, il s'agit d'une dégradation thermique. Quand les matières sont humides, on perd en rendement. Et pour ce cas, typiquement pour les gazéifieurs, on a les températures de fonctionnement, c'est entre 800 et 1100 degrés. Et dans le processus, avant de charger les matières organiques dans les réacteurs, on fait d'abord un pré-séchage. Mais lors du chargement, la vapeur qui va à l'encontre des matières organiques qu'on charge dans le réacteur, cette vapeur même participe au séchage, ça renforce le séchage. Et après ça, vous avez un pyrolyse, vous avez une pyrolyse de la matière organique, puisque quand vous avez des étalages de matière organique dans le réacteur, nécessairement à un niveau donné, il y a des matières qui vont se brûler, mais sans oxygène, sans apport d'oxygène. Et là, en bas du réacteur, plus proche de là où vous créez du feu, là, et vous avez là une réaction beaucoup plus complète. Qu'est-ce qu'on a comme produit pendant la gazéification? On a le gaz de synthèse. Et ce gaz peut être utilisé pour produire de l'électricité. On utilise des moteurs à gaz pour produire de l'électricité. Donc en dehors des gaz de synthèse, vous avez des cendres qui peuvent être aussi utilisées, bien des cendres avec des débris qui peuvent être utilisés comme des engrais aussi, parce que c'est comme des cendres, mais c'est des cendres mais très riches. Vous avez quelques images de gazéifieurs. C'est toujours au centre Songhai. Ça, c'est un moteur qui utilise uniquement le gaz de synthèse produit à partir de la gazéification. Et là, ce qui était intéressant au niveau du centre, c'est que quand on produit ce gaz de synthèse, et après la combustion, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas un dégagement de CO2, mais on a la vapeur d'air chaud qui est bien sûr polluée par l'azote et les débris de la matière organique. C'est ce gaz d'échappement ici au centre, on l'utilise pour sécher les aliments. Donc il y a un local qu'ils ont construit et il s'assure que le gaz, au lieu d'être relâché dans la nature, le gaz passe par ce local pour sécher les aliments. Bon, on a fait un peu une analyse soit de la technologie. Bon, les forces, c'est tout ce que nous savons déjà. On sait que avec ces gaz, on produit moins de gaz à effet de serre avec cette procédure. Donc, et comme on a déjà une grande quantité de déchets et qui est aussi un problème pour l'environnement, parce que les déchets, nous avons la pollution atmosphérique et tout ça. Et utiliser ces systèmes que nous venons de vous présenter à des fins énergétiques, c'est un avantage. Ça permet de réduire les quantités de déchets. Et en même temps, le fait qu'on ait du gaz réutilisable chez nous, c'est aussi une grande force et un avantage pour ça. Ça crée aussi de l'emploi.
mais pas de l'emploi quand on produit le système chez nous à la maison. Mais, par exemple, il y a une usine au Bénin qui s'appelle Tolaro. Il y a un réacteur de pyrolyse qui est là, qui est utilisé pour produire à la fois le biochar, et ils ont le gaz de synthèse qui est utilisé pour alimenter les groupes électrogènes pour produire de l'électricité. Et là, dans tout le processus, il y a des ingénieurs qui sont recrutés pour faire le suivi. Donc, c'est un exemple concret pour montrer que, effectivement, les opportunités, bon, c'est quand dans les politiques publiques, on tend vers on a une politique de valorisation énergétique des déchets, et ça fait du sérieux, ça montre que vous êtes engagé pour une transition énergétique, pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Vous avez aussi une facilité d'accès au financement vert. Bon, en termes de faiblesse, bon, il y a le problème, c'est vrai, on a dit qu'on peut utiliser les déchets pour produire du biogaz, produire de l'énergie, mais il y a des difficultés, et les déchets ne sont pas produits à un seul endroit. Il faut les collecter, les trier, et même créer des conditions spécifiques pour que ces déchets-là puissent être utilisés ou bien valorisables pour les systèmes étudiés. Par exemple, on parlait pour la gazéification et la pyrolyse, il fallait que les matières organiques soient un peu sèches. Là, le manque de main-d'œuvre, bien évidemment, ce sont des technologies qui sont relativement nouvelles, et il faut former. Donc, beaucoup ne sont pas encore informés de cette technologie. Donc, il y a aussi une faible acceptabilité sociale. Bon, surtout au niveau de la digestion, de la méthanisation, parce que en dehors de ce qu'on vient de présenter, il y a cette possibilité-là de relier directement votre fosse septique à votre digesteur, ou bien de relier votre WC au digesteur. Ouais. Mais ça a été quand même réglementé par l'OMS. C'est quand même pas acceptable. Donc, mais les rendements parfois variables, c'est vrai, parce que selon que vous vous trouvez dans un climat tropical, bien, et dans un milieu tempéré, vous n'aurez pas les mêmes rendements. Les menaces, vous avez la concurrence avec d'autres sources d'énergie, même renouvelables comme le soleil par exemple, entre en concurrence déjà. Les risques liés aux fluctuations des prix de l'énergie, ça c'est un cas très récurrent. L'instabilité réglementaire, le manque de normes techniques. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, il y a de plus en plus de normes par rapport à ça. En Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a la BAOC qui est maintenant créée pour uniquement les biodigesteurs. Donc, tout ce qui est installation de biodigesteurs, et à partir des expériences passées, il y a quand même quelques réglementations qui sont en train de naître, qui vont après être vulgarisées. Difficultés logistiques, ça c'est vrai. Quand on veut par exemple installer un gazéifieur dans un milieu rural où on sait qu'on a de la matière première, comment on fait le transport des matières, quel mécanisme il faut mettre autour du centre de collecte, de tri. La menace la plus connue, les changements climatiques, les réalités climatiques. Transformer les déchets en énergie, c'est une solution durable et innovante, et ça permet de produire localement de l'électricité, du gaz aussi, pour les communautés, surtout et celles qui sont dans les milieux reculés.
Ça permet de réduire les déchets et de protection et de protéger l'environnement. Mais il faut noter qu'il y a une nécessité de sensibilisation, de formation et une politique très forte pour que cela soit. Cela aide vraiment tout le monde entier. Nous vous remercions. Ok.